Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir chargé de cette présentation. Donc, on va parler de monitorage dans les services conventionnels. Je n'ai pas de lien d'intérêt sur le sujet. Et donc, on va parler de deux choses principalement. La surveillance prédictive. Donc ça, c'est une innovation qui a été permise, il faut bien comprendre d'où ça nous vient, de l'exploitation de bases de données qui comprenaient les éléments de surveillance des malades, avec beaucoup de malades, et d'essayer de mettre en lien les événements graves qu'ils allaient présenter en service avec les constantes vitales qui étaient enregistrées dans les heures qui précèdent. L'IA, on est au balbutiement de l'utilisation de l'IA là-dessus, va bien sûr décupler la capacité de prédiction de ces modèles. L'autre innovation, Philippe en a parlé, c'est lié aux capteurs et aux dispositifs, aux évolutions donc plus technologiques en hardware, en device, que l'industrie nous a amené. En fait, ces capteurs, ils existent depuis longtemps, que ce soit pour monitorer notre séance de sport, un peu plus avancé dans le sport, les sportifs de haut niveau monitorent avec des petits éléments portables leur taux de lactate capillaire. Voilà. Et bien, toutes ces choses-là, par les évolutions des technologies sans fil, permettent d'exporter les mesures vers un élément qui va regrouper toutes ces mesures, puis ensuite l'implémenter dans le dossier patient informatisé. Donc toutes ces évolutions nous ont ouvert des possibilités. Je parlerai un peu moins, mais je l'évoque quand même, ce qui concerne les nouvelles organisations que ces innovations impliquent. Pour ceux qui veulent vraiment approfondir, il y a une belle conférence qui a été produite l'an dernier par le professeur Jabert qui reprenait les nouvelles organisations liées à l'implémentation de ce genre de dispositif. Donc, on va commencer avec la surveillance prédictive. Alors, vous êtes de médecine périopératoire, vous avez 40, 60 patients dans les unités qui sont de votre responsabilité aujourd'hui. Et donc, vous allez voir Nurse Jackie et elle vous dit, bon, docteur, on commence par qui ? Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir revoir les dossiers et les constantes des 24 heures précédentes pour vos 60 malades. Mais vous avez besoin de savoir qui est le patient à risque d'arrêt cardiaque, qui va faire une détresse vitale dans les heures qui viennent, ou quel patient serait mieux en soins critiques pour éviter d'avoir à le transférer sur la garde à 4 heures du matin. Eh bien, quand on regarde les grandes bases de données, on peut avoir des réponses. Et en fait, c'est le but de la surveillance prédictive, l'anticipation des dégradations qui auront lieu en service. Après, vous pouvez l'appliquer aussi au domicile dans les heures qui suivent. Tout ça repose sur l'idée que la prise en charge d'une détresse vitale en service, c'est un échec de la surveillance, en fait. L'idée, c'est d'arriver avant, d'anticiper cette détresse vitale et de dire ce patient a des signes, des drapeaux rouges, il risque de présenter une détresse vitale dans les heures qui suivent, sa place est en surveillance continue ou sa place est en réanimation. Donc, par exemple, ce papier, il regardait sur un panel de patients ceux qui avaient présenté des arrêts cardiaques, ceux qui avaient nécessité l'appel de l'équipe de réanimation ou une admission en réanimation imprévue. Et on se rend compte, quand on regarde le rythme respiratoire, la fréquence cardiaque ou la pression artérielle systolique, que dans les heures qui précédaient, une proportion non négligeable des malades avaient présenté des paramètres anormaux au seuil qui sont présentés ici. Autre travail, un collectif d'un peu moins de 4000 malades. On regarde les arrêts cardiaques ou les transferts en réanimation et on mesure en parallèle leur score ICART, qui est un score de prédiction de l'arrêt cardiaque. En fait, on se rend compte que 8 patients sur 10 avaient présenté un score ICART positif à haut risque d'ACR, alors que la team REA n'avait été appelée que 2 fois sur 10 en amont. Que 52%, la moitié des patients, avaient un score positif, alors que si on s'en tenait à l'impression de l'équipe, l'impression clinique, et donc qui était en fait, on considérait que l'impression clinique était mauvaise quand ils décidaient d'appeler l'équipe de réanimation, que dans 34% des cas. La positivation du score avait lieu en médiane 30 heures avant que le patient présente l'événement, alors que l'équipe qui en avait la surveillance, la nurse qui en avait la surveillance, n'appelait l'équipe que 1h,7, vous calculerez en minutes combien ça fait, avant l'événement.
Ça, c'est la même chose qui est représentée en graphique. Mettons, vous tirez un trait. L'équipe de réanimation, la Rapid Response Team, avait été appelée voilà, quelques heures avant, alors que le score était soit risque intermédiaire ou haut risque, largement positif, vous voyez, plus de 48 heures avant. Alors, il y a un enjeu, le professeur Cuillon l'a dit, sur les seuils. Quel seuil et quel événement vous voulez prédire? Ce travail, regardez la survenue d'arrêt cardiaque, de transfert imprévu en réanimation ou de décès imprévu. Si on prend l'exemple de la fréquence respiratoire, donc vous pouvez définir différents seuils. À quel seuil vous estimez que la fréquence respiratoire n'est pas normale? Eh bien, en fonction du seuil, vous allez faire varier votre sensibilité. Plus vous choisirez une fréquence respiratoire basse, eh bien, plus vite vous aurez des alarmes. Votre patient, il passe du lit au fauteuil ou du fauteuil à la douche, eh bien, son rythme respiratoire risque d'augmenter. Vous risquez de générer des alarmes. Bien sûr, vous avez donc beaucoup de sensibilité, mais peu de spécificité. Il ne risque pas de faire un malaise, il vient juste d'aller aux toilettes. Par contre, plus vous choisissez un seuil élevé, donc vous perdez en sensibilité, mais par contre vous gagnez en spécificité. Et effectivement, un rythme respiratoire à 36, il n'y a pas beaucoup de patients qui, en allant aux toilettes, ont un rythme respiratoire à 36. Ça dépend aussi de quel événement vous prédisez. Donc là, ils avaient poolé les différentes variables qui étaient là dans des scores, et pour prédire l'arrêt cardiaque ou l'admission en réanimation imprévue. Et vous voyez qu'en fonction de l'événement que vous voulez prédire, les capacités de votre modèle ne sont pas les mêmes. Vous pouvez aussi faire varier le nombre de valeurs, enfin le nombre de variables différentes que vous entrez dans votre modèle, et donc on voit qu'on peut faire varier également les capacités de prédiction du modèle. Donc tout ça, c'est des choses importantes parce qu'en dépend le nombre d'activations de votre modèle, et le tout étant d'être assez sensible, mais sans être alerté sans arrêt. Et je vous montrerai des exemples qui, dans un excès ou dans l'autre, n'ont pas permis de trouver un modèle vertueux. Alors, je vous présente le score peut-être le plus fréquemment utilisé, parce que c'est celui qui a été implémenté dans le système de santé anglais, c'est le score News. Donc vous voyez, c'est des paramètres qui sont assez faciles à obtenir. Le calcul vous donne donc un score, et le système propose, mais après vous pouvez vous-même dans votre centre fixer le seuil où vous voulez, 4 niveaux de réponse, de on ne fait rien, on poursuit la surveillance, à 7 ou plus, on appelle tout de suite la Rapid Response Team. On peut comparer les scores entre eux, et donc vous voyez qu'en fonction de ce qu'on veut prévoir, comme je vous le disais, les capacités des modèles sont très variables. Là, par exemple, ce modèle, vous voyez, pour prédire l'admission en réanimation, il est assez mauvais quand on regarde là sur la courbe de Rock. Par contre, pour prédire l'arrêt cardiaque dans les 24 heures, eh bien, il serait plutôt bon. Le score News, quand on le compare, est finalement un score qui a des valeurs prédictives qui sont plutôt bonnes pour tout ce qu'on peut espérer prédire. Mais encore, on est sur un score général. Si vous êtes dans une unité très particulière, je ne sais pas, en neurologie ou en neurochirurgie, par exemple, vous aurez peut-être des scores qui seront plus précis pour vous. Attention cependant à comment vous faites réaliser ce score. C'est-à-dire que si l'idée c'est de le faire calculer manuellement à l'infirmière, c'est une très mauvaise idée. Ça va lui faire une charge de travail énorme. Et là, vous avez un exemple de pancarte de pancarte anglaise et quand même 30% d'erreurs en saisie manuelle. Donc, l'enjeu de la surveillance prédictive, c'est une aide pour le médecin qui devient le contrôleur du ciel hospitalier. Donc, l'idée, c'est l'infirmière va relever les paramètres vitaux. Dans l'idéal, vous pouvez même l'aider avec un système où vous douchez l'étiquette du malade et du coup, le Dynamap deuxième génération, c'est automatiquement à qui appartiennent les données que l'infirmière vient de mesurer. C'est importé sur le serveur de l'hôpital et ça s'implémente dans la surveillance du patient. En même temps, vous avez le score qui est calculé automatiquement, le score que vous aurez choisi. Vous pouvez avoir une visibilité lors de votre tour sur des écrans de synoptique du service où vous voyez les scores de tous les malades. Ça vous permet d'ordonner un peu votre tour de médecine périopératoire et d'aller voir spécifiquement les malades qui présentent des anomalies.
Vous pouvez aussi décider de générer des pop-up d'alerte pour vos infirmières. Notamment, c'est intéressant dans les services qui ont une rotation infirmière importante avec des intérimaires, parce qu'elles ne connaissent pas forcément le circuit d'appel des médecins et de nuit à 4 heures du matin, quel est le médecin en charge de l'unité. Vous pouvez tout à fait implémenter ça dans votre système et dire, ben voilà, vous avez un score, donc là ils avaient choisi le WS à 6, vous devez, avis médical, vous pouvez même rajouter, ça c'est complètement paramétrable, vous pouvez rajouter le numéro call de 31 699, ou je ne sais pas. Vous pouvez aussi décider d'implémenter des pagers ou des smartphones qui vont, donc le médecin en charge de l'unité sur la garde va avoir un pop-up ou une alerte en disant attention, lit 5, score à 6. Alors, je vous en ai un peu parlé en introduction, l'IA. Alors, l'IA, jusqu'à maintenant, les modèles que je vous ai présentés, c'était des modèles statistiques assez courants. L'IA va permettre d'ajouter un petit peu d'intelligence et de prendre en compte plus de variables. Et ça peut être le secteur d'hospitalisation du malade, ça peut être son âge. L'IA peut aussi intégrer, par exemple, les 24 premières heures de surveillance et donc définir à partir de ces premières heures de surveillance quelles sont pour chaque malade les bornes supérieures et inférieures de normalité. Et donc, par exemple, ce ne sera pas pareil chez une personne âgée qui est en secteur neurochirurgical après telle chirurgie versus un jeune qui est en orthopédie après une chirurgie traumatique. Voilà. Donc, des exemples, là, je vous en ai pris un, donc c'est l'Epic Deterioration Index. Ils essayaient de prévoir l'appel à la Rapid Response Team, le transfert en réanimation ou l'arrêt cardiaque. Ils regardaient le risque de détérioration, donc le score est chiffré en pourcent, entre 0 et 100% dans les 6 à 8 heures qui suivent. C'est basé sur une cohorte, donc le modèle a été implémenté dans une cohorte de 6200 patients. Et donc là, c'est un exemple, c'était pendant la période Covid. Vous avez 4 patients et on suit leur Deterioration Index. Et donc vous voyez par exemple, là, en bleu, c'est un patient, son index de détérioration augmente, il décide de le transférer en réanimation, c'est un patient Covid. Et puis on voit que son index de détérioration reste mauvais parce que le transfert ne soigne pas les malades. Il décide de l'intuber et donc son état s'améliore, son index de risque diminue. L'intubation a permis de normaliser des fonctions vitales. C'est donc normal ensuite que son index s'améliore. Un patient qui allait bien, on voit que son index est resté bas pendant toute son hospitalisation. Donc c'est un exemple. Après, sur différents modèles, ils montraient qu'ils avaient des bonnes capacités de prédiction des événements. Voilà. Donc ça, c'était pour la surveillance prédictive. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'innovations à venir, mais des choses qui sont déjà disponibles. Pour ce qui est des capteurs et des dispositifs de surveillance, le grand principe sur lequel ça se base, c'est que à l'hôpital comme à la plage, le patient est en sécurité quand quelqu'un le surveille. Et donc quand vous sortez des zones surveillées, donc les zones surveillées, ça peut être entre les tours infirmiers, ça peut être à la cafétéria, ça peut être pendant un examen, eh bien vous n'êtes plus surveillé, vous êtes en danger. Donc les fabricants ont proposé de développer différents devices qui permettent de surveiller un malade en continu. Alors, comme je disais, vous pouvez surveiller à peu près toutes les variables que vous pouvez surveiller dans un service de réanimation. La qualité, tous les dispositifs ne se valent pas exactement, mais grosso modo, les qualités de mesure sont quand même assez bonnes. Et pour ceux qui auraient quelques petits défauts, dans l'avenir, ce sera corrigé. Vous voyez qu'il y a plusieurs marques qui en proposent. J'en ai mis 3, mais il y en a d'autres. J'ai mis peut-être les plus fréquentes et les plus rencontrées. La grande question, c'est quel est l'impact sur nos organisations ? Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de fil. Ça peut risquer de limiter la mobilité du patient. Donc ça, c'est dans la chambre, mais il y a effectivement la mobilité en dehors de la chambre. C'est-à-dire, si le device n'est plus implémenté dans la base de surveillance quand le patient va en radiologie, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ou quand il va marcher dehors. Parce que si vous dites au malade, c'est super moderne, on vous surveille en continu, mais par contre, vous ne pouvez pas sortir de votre chambre, ah ben là, on perd sur toutes les évolutions de la mobilisation précoce du malade, s'il a envie de sortir un peu, il est hospitalisé depuis longtemps,
on sait que c'est très bénéfique pour le malade d'aller voir un peu la lumière du jour. Si vous dites que ce n'est pas possible, en fait, vous perdez l'intérêt de ce dispositif. Le risque également, la désensibilisation aux alarmes, ça c'est un phénomène bien connu. Si vous avez trop d'alarmes, vos infirmières elles se mettent à les acquitter de manière un peu mécanique ou alors à les laisser sonner. Et on ne les entend même plus. Après une garde en réanimation, vous vous rendez même plus compte qu'il y a des alarmes. Eh bien c'est exactement ça. Seulement en réanimation, vous avez un ratio d'infirmières qui vous permet quand même de jeter régulièrement un coup d'œil aux alarmes. En service, ce ne sera pas possible. Quand il n'y a personne en salle de soins, l'alarme, elle peut sonner des fois pendant 1 heure, 2 heures sans que personne ne réagisse. Il ne faut pas que ce soit non plus une charge de travail paramédical, parce que vous le savez pour ceux qui sont dans les secteurs de réanimation, la petite pince au bout du doigt qui tombe, la petite électrode qui se déplace, qui colle mal ou qui se détache, ça va vous déclencher des alarmes et il va falloir qu'une infirmière, qu'une aide-soignante aille replacer le dispositif. Donc, attention, ça va augmenter la charge de travail. Ces dispositifs sont à usage unique, bien sûr. Donc, ils ont un coût et un impact écologique. Il y a des piles dedans, du matériel électronique. Comment cela est pris en compte? Pour le moment, ils ne sont absolument pas recyclables d'un patient à l'autre. Donc, c'est une vraie question. Alors qu'on essaye de tout réduire au bloc opératoire, de faire des circuits green pour tous nos déchets, on va implémenter un device qui contient des piles, de l'électronique, et qu'on va jeter à la fin de l'utilisation sur 2 jours, 3 jours pour tous les malades en chirurgie majeure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un coût supplémentaire qui actuellement n'est absolument pas valorisé dans la tarification du séjour. Et donc si vous décidez d'acheter 120 ou 150 € un dispositif, eh bien pour chaque malade, vous allez engendrer un déficit de 120-150 €. Alors ça peut être discutable en médico-économique, mais les données ne sont pas encore suffisantes pour justifier un tel équipement. Alors, des petits exemples d'impact sur les organisations. Donc là, c'est si vous mettez des critères trop sévères. Ici, je vous ai mis les critères. Vous voyez, ils avaient décidé de prendre un rythme respiratoire d'alarme inférieur à 5. Donc là, on est sur une alerte très tardive, parce qu'inférieur à 5, vous êtes déjà sur l'arrêt respiratoire. Donc on perd complètement l'effet d'anticipation. Et donc, comme attendu, ils n'avaient pas d'effet sur les outcomes, parce qu'en fait, quand l'alarme sonnait, il n'était pas temps de se poser la question de comment va le malade, il était temps d'appeler le code d'urgence interne. Au contraire, si vous utilisez des limites trop sensibles, vous avez de nombreuses variations physiologiques, des sollicitations du malade, que ce soit, comme je vous ai expliqué, quand il fait un petit effort, des fausses alertes sur les syndromes d'apnée du sommeil, des artefacts techniques, qui fait que vous pouvez être appelé trop fréquemment. Et un exemple, cette étude, ils avaient décidé de placer un seuil de pression artérielle systolique à 90. 31% de leurs activations étaient liées à une pression inférieure à ce seuil, et ils avaient 15 activations par jour. Donc il faut bien imaginer, si vous êtes le médecin en charge des appels, c'est-à-dire que tous les jours, vous allez recevoir 15 appels pour des tensions un peu basses. Alors, pourquoi pas, mais il faut être disposé à ne faire que ça de votre journée. Surtout que quand on regarde ce que ça donnait, bien souvent, c'était un petit remplissage. Seulement 3%, un peu plus de 3% des déclenchements aboutissaient à un transfert en réanimation. Et en plus, on voit que dans 66% des cas, on avait des appels multiples pour un seul malade. Donc, bien sûr, à chaque fois que l'alarme sonnait, ça fait 5 fois que M. Gentil fait sonner son alarme de tension. Là, voilà. Cependant, on peut tout à fait aboutir à un système d'alarme vertueux pour le patient et pour les professionnels. Pour ça, il faut développer un Early Warning System qui ne peut être que spécifique à votre institution. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les études multicentriques sur ce sujet sont délicates. Il faut un dispositif d'acquisition qui soit efficace et qui corresponde aux possibilités de vos infirmières. Il faut choisir un score et des critères adaptés à votre structure, à vos malades, et définir un algorithme ou une organisation pour répondre aux alarmes que vont générer ce score ou ces critères. C'est dépendant de chaque structure. On peut imaginer un exemple avec 2 niveaux d'activation. Un premier niveau plutôt sensible, mais qui reste à l'échelle du service, donc avec un premier sous-niveau qui est, par exemple, un paramètre vital isolé une fois, on va en parler autour au médecin, on ne va pas déranger le médecin pour ça.
Un niveau, ensuite un autre sous-niveau où cette fois-ci, ça va être par exemple 2 paramètres vitaux ou un paramètre vital soutenu de manière anormale, eh bien, on va appeler l'interne en charge de l'unité. Et un autre niveau, cette fois-ci, d'activation plus élevé, plus spécifique en termes de qualité statistique, où là, on a une détresse vitale naissante et on va appeler un avis extérieur ou par exemple l'anesthésiste de MPO. L'idée, j'insiste là-dessus, c'est que peu les problèmes sont réglés tôt en service, parfois avec nécessité d'un avis téléphonique, par exemple, au bip d'avis de réanimation, mais plus les problèmes sont réglés tôt en service, moins on aura d'urgence vitale intra-hospitalière, moins on activera le 22-22, notamment sur la garde, et mieux se porteront les patients et mieux se porteront les soignants qui auront des gardes plus calmes. Et donc ça, c'est bien mis en évidence, je vous ai mis 2 travaux. Donc par exemple, dans ce travail où il regardait les transferts imprévus en réanimation et les appels à Rapid Response Team, vous voyez que l'implémentation d'un Early Warning System leur a permis de réduire significativement ces 2 événements. Un autre travail multicentrique, très bien publié. Pareil, l'utilisation d'un système vertueux a permis de réduire certains événements qui étaient très mauvais pour les malades. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.